Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la revue d'actualité. Mais avant de continuer, je voudrais vous remercier tous. Nous avons dépassé les 25 000 abonnés et en partant quasiment de rien, en un temps record. Donc on a une très belle croissance et grâce à vous, voilà, continuez à en parler autour de vous, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je rappelle, ce qu'il faut faire, c'est si vous aimez cette vidéo, ce que l'on fait, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, d'en discuter avec vos amis. Et si vous en avez la possibilité, en bas de cette vidéo, vous avez un lien pour nous faire un petit don de 5 € ou un très gros don en fonction de vos capacités. On étend un peu les possibilités. Je vous remercie par avance pour ceux qui peuvent le faire. Et on y va. Aujourd'hui, dans la revue d'actualité, on va être full Russie et guerre en Ukraine. Alors d'abord, on va aborder l'événement important qui s'est déroulé en Russie, c'est-à-dire la réélection massive de Vladimir Poutine. Et puis on va analyser un peu cette élection et qu'est-ce que ça signifie et comment on réagit dans le monde et quelles en sont les conséquences. Et puis après, on parlera du vote à l'Assemblée nationale sur l'accord de soutien à l'Ukraine, qui a eu lieu cette semaine, et qui est dont les conséquences sont assez importantes et qui montrent peut-être qu'on n'aborde pas de la meilleure manière ce conflit en Ukraine. Et puis on fera un petit aparté sur le développement du nucléaire russe. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, Vladimir Poutine a été réélu et massivement, comme on dit, avec un score brejnevien de Léonid Brejnev, l'ancien dirigeant de l'URSS. Effectivement, il a été réélu pour un nouveau mandat de 6 ans à plus de 87-88%, on est quasiment à 90%. C'est massif et évidemment ça pose des questions sur la nature de l'élection et sur la nature du régime. Et puis on va regarder comment ça réagit dans le monde. Alors les scores ont été les suivants. Poutine a fait plus de 88%. Derrière, il y a Kharitonov du KPRF, c'est-à-dire le Parti communiste de Russie, qui lui fait 4,36%. Il y a Davankov de Nouveau Peuple, qui lui fait un peu moins de 4%. Et puis Slutsky, le très 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 nationaliste du LDPR, en remplacement de Zhirinovsky qui est décédé, qui fait 3,25%. Avec un taux de participation de 75%, on peut avoir une première analyse qui a été l'analyse de Xi Jinping, qui a été sûrement peut-être le premier à féliciter Vladimir Poutine, qui est une victoire écrasante de Vladimir Poutine et un soutien massif de son pays. Alors, si on compare aux élections précédentes, à celle de 2018, Vladimir Poutine progresse. Il y avait eu moins de réactions négatives en Occident, mais il avait été déjà élu à 76 pour plus de 76%. C'est quand même c'est beaucoup, on va dire. Et c'était le candidat du KPRF, Grudkin, qui le collait à quasiment 12%. Et la participation était plus faible, un peu moins de 68%. Alors, ce qu'on voit, c'est principalement un effondrement du principal parti d'opposition. Alors, je sais qu'en Occident, plutôt dans les médias occidentaux, on pense que l'opposition, ce sont les néolibéraux qui officiellement sont pro-occidentaux, mais dont l'une des figures principales était Navalny, mais ils ne représentent qu'une très 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 petite minorité des électeurs russes. Ils sont plutôt concentrés dans les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, et encore, ce sont des gens plutôt bourgeois, plutôt ouverts par leur vie, leur profession, les milieux d'affaires à l'Occident, et c'est entre 2 et 5%. Le véritable parti d'opposition, c'est le KPRF. D'ailleurs, il faut quand même rappeler quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'en 1996,
lors des élections présidentielles qui ont vu la réélection de Yeltsin. Yeltsin qui plus tard nommera Vladimir Poutine comme Premier ministre et héritier, en quelque sorte, eh bien l'élection avait en réalité été remportée par Zyuganov, le chef de file du KPRF, du Parti communiste de Russie. Mais les élections avaient été un peu carabistouillées pour le coup, et même beaucoup en Russie, avec le soutien de la CIA et des États-Unis. D'ailleurs, dans Time Magazine, on s'en vantait en couverture en disant comment est-ce que les États-Unis ont aidé à l'élection de Yeltsin en 1996. Juste un aparté pour dire que c'est pas toujours très malin de changer les élections chez les autres, parce que ça peut conduire à élire des gens qu'on regrette 25 ans après. Bon, aparté est passé. Continuons sur cette élection en Russie. Donc le candidat qui chute le plus en fait, c'est le Parti communiste de Russie, qui est la première et véritable opposition en Russie. Et c'est plutôt un vote populaire, mais aussi de retraités un peu pauvres et de gens qui aimeraient une meilleure répartition de la richesse produite en Russie vers les services sociaux. Donc c'est des gens qui vont regretter les services sociaux qui étaient meilleurs ou qui considéraient meilleurs à l'époque de l'URSS. Et puis on a une opposition ultranationaliste. Alors actuellement incarné par Slutsky, je répète en remplacement de Zhirinovsky, pour ceux qui connaissent, à la tête du LDPR. Mais ces ultranationalistes ne sont pas que dans la politique, ils sont déjà à certaines positions de pouvoir, et c'est eux qui font la plus grande pression sur Vladimir Poutine, et depuis très longtemps. C'est là qu'on va retrouver des gens qui ne sont pas dans la rue, ne sont pas des opposants dans la rue. Encore une fois, ce sont des opposants très largement au pouvoir. On va avoir des militaires, des généraux, des élus, des députés, des représentants, des gouverneurs, qui donc ont déjà un pouvoir au sein de la société russe et qui vont reprocher à Poutine et au Kremlin de ne pas avoir attaqué l'Ukraine en 2014, qui reprochent de ne pas avoir attaqué plus massivement en février 2024, qui lui reprochent les morts actuelles de l'armée russe, quelque part autour de 50 000 soldats, parce qu'il n'aurait pas attaqué assez tôt, qu'il se serait fait avoir par les Occidentaux. Et c'est une opposition assez forte. Mais revenons à ces élections. Ce n'est quand même pas surprenant pour plusieurs raisons, parce que d'abord, il y avait des sondages, et je parle bien des sondages du centre Levada, qui sont considérés comme fiables en Occident. Et alors je regarde, ceux du 15 février dernier donnaient Poutine à 70%, et ceux du 4 mars donnaient Poutine à 75%, avec une indécision qui se réduisait, et qui avait 20% des électeurs qui étaient un peu indécis en février dernier. Bon, alors bien évidemment, il y a eu sûrement des bourrages d'urnes, et la victoire de Poutine est largement, je pense, exagérée. Que ce soit par la volonté du Kremlin ou que ce soit par le zèle de responsables locaux qui ont envie de montrer que, quand même, dans leur région, dans leur quartier, on vote bien comme il faut. Bon. Mais en dehors de ça, il y a, et c'est visiblement très très difficile à comprendre en Occident, une véritable popularité de Poutine. Alors peut-être ça n'est plus la popularité qu'il avait eue avant, qui s'était manifestée par exemple lors des élections de 2012, qui étaient très... et malgré les manifestations organisées par Navalny et Udaltsov en 2011 et 2012 contre Poutine, qui étaient quand même... il y avait beaucoup plus d'enthousiasme dans la population, mais c'est une sorte de soutien résigné. Et il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans la société russe. En particulier dans les catégories populaires. Je ne parle pas, encore une fois, de ceux qui soutiennent Navalny. Les catégories populaires. Il y a une hantise absolue que l'État russe s'effondre. Une hantise des années 90, qui ont vu réellement un écroulement de la Russie, de mettre tous les niveaux politiques, économiques, militaires, d'influence géopolitique, et y compris un écroulement moral. Les gens ne veulent pas le revivre. La population
qui est morte pendant cette expérience des années 90 de ultra-libéralisation ou pas de charge de la Russie, se compte en millions de personnes mortes. Et ça inquiète énormément les Russes, en particulier les Russes populaires. Par ailleurs, et ça n'a pas été très malin du côté ukrainien, il y a eu toute une série d'attaques récentes, en particulier à la frontière, sur Belgorod, sur Kursk, mais aussi sur la banlieue de Moscou, sur Saint-Pétersbourg, dans l'idée de déstabiliser l'élection et de montrer aux Russes, mais regardez qui vous gouverne, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de vous protéger. Bon, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, l'effet, c'est l'inverse. C'est que ça a convaincu des gens qui n'étaient pas nécessairement les plus convaincus pour aller aux urnes, et bien quand même de soutenir leur président par rapport à une attaque extérieure. Et puis, surtout, la Russie est un pays en guerre. Et quand le pays est en guerre, et surtout à un moment plutôt de victoire et de bonne tenue de leur armée et d'avancée de leur armée, nécessairement, ça profite au régime. Il y a tout un tas de théories là-dessus qui ont été développées en communication politique. C'est surutilisé par les présidents américains. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ce film des années 90 intitulé Des hommes d'influence avec Robert De Niro et Dustin Hoffman, où un président des États-Unis qui a besoin de se faire réélire et qui est mal dans les sondages, se demande qu'est-ce qu'on peut faire, et ces spin doctors inventent et créent une guerre avec l'Albanie. Alors c'était juste avant le conflit avec la Serbie par rapport au Kosovo, et les sondages remonte très fortement pour le président des États-Unis. Ça s'est vu de nombreuses fois. Certains ont rappelé, par exemple, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il avait été là depuis longtemps au pouvoir, en 1944, Roosevelt avait été très largement réélu, et parfois jusqu'à 80-90% dans certains États des États-Unis, car c'était... Donc on a ces phénomènes-là qui explique cette victoire de Vladimir Poutine. Alors encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait un enthousiasme délirant. Il y a plutôt une tension mêlée de résolution et de résignation en Russie, avec l'idée que c'est encore 6 années de présidence russe, puisqu'il a été réélu pour 6 nouvelles années. Donc jusqu'en 2030, ce qui fera de Vladimir Poutine un des dirigeants qui aura dirigé le plus longtemps la Russie. C'est de se dire que ça sera la fin de son pouvoir, de son règne, pourraient dire certains, sur la Russie, la fin d'un cycle, et qu'on doit terminer avec ce conflit en Ukraine, en essayant d'être vainqueur, c'est ce que pense une grande partie des Russes, et de se repositionner comme puissance importante dans le monde, car c'est ça aussi qui motive considérablement le soutien à Vladimir Poutine et le succès de sa politique, en tout cas en Russie, c'est que la Russie est revenue sur le devant de la scène internationale. Alors, bien évidemment, avec une guerre, mais pas que. Elle n'est plus cette puissance moyenne, moquée en particulier par l'Occident, avec un président alcoolique. Non, c'est une puissance qui mène une guerre d'envergure, comme on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe, face à l'ensemble des pays de l'OTAN qui soutiennent leur adversaire, l'Ukraine, tout en étant capable de créer une nouvelle force géopolitique dans le monde, les BRICS, avec ses amis chinois, et qui est dominante sur la production d'énergie, que ce soit hydrocarbures ou nucléaire, donc dominante dans le monde, une des premières nations cadres dans le spatial et dans l'armement. Donc c'est un retour à la puissance russe, et c'est en quoi sont grés la plus grande partie des Russes à Vladimir Poutine, encore une fois sans trop d'enthousiasme, mais parce que ça les protège de l'effondrement de l'État et de l'effondrement de l'économie qu'ils ont vécu dans les années 90. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder les réactions dans le monde, parce que ça nous dit quelque chose de la situation géopolitique mondiale. Et là, c'est assez partagé, et on voit que la Russie de Vladimir Poutine ne marque pas
autant de points qu'ils auraient pu espérer en marquer, y compris avec certains alliés. Mais néanmoins, on constate aussi que le fantasme occidental, ce qu'on entend de manière absurde sur certains plateaux, de l'isolement de la Russie, ne tient pas debout. Alors on a des pays qui ont, par la voix de leur président ou de leur Premier ministre, ont félicité ou n'ont pas félicité Vladimir Poutine pour sa réélection. Alors si on regarde en termes de population mondiale, eh bien on a 44% de la population mondiale qui a félicité la Russie, en tout cas Vladimir Poutine pour sa réélection, contre 15% qui sont contre. Et on a de l'autre côté, ceux qui étaient contre ou n'ont pas félicité Vladimir Poutine représentent 60% du PIB mondial. On a bien sûr l'ensemble des pays occidentaux, donc Europe, USA, tout ce qui est sous l'OTAN. On y ajoute la Corée du Sud, le Japon, l'Australie. Et d'ailleurs, il y a un marqueur important. C'est 15% de la population, 60% du PIB. C'est un autre sujet, mais on comprend pourquoi certains ne sont pas très contents de la répartition de la richesse entre les puissances occidentales et le reste du monde que certains qualifient de Sud global. Alors voyons maintenant comment est perçue la réélection de Vladimir Poutine par bloc. Et c'est là que c'est très intéressant et très très parlant. Alors on a d'abord les réactions de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une coopération importante, aussi militaire, car il y a des exercices en commun qui sont menés. Et là, on a 100% des membres de l'OCS, donc de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui ont félicité Vladimir Poutine. Et d'abord, la Chine, soutien total et absolu, de manière claire et nette. L'Inde, également, j'y reviendrai. L'Iran, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Pakistan. Donc tous ces États au sud du bloc continental russe sont en soutien ou félicitent Vladimir Poutine. Alors l'Inde présente un cas particulier. C'est Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui a immédiatement félicité Vladimir Poutine. Et il a dit nous nous réjouissons de travailler ensemble pour renforcer le partenariat stratégique spécial et privilégié entre l'Inde et la Russie, qui a fait ses preuves pour le renforcer dans les années à venir. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que Modi, c'est un des rares dirigeants démocratiquement élus à avoir immédiatement soutenu Vladimir Poutine. Il faut le noter, que c'est plutôt des pays où il y a moins ou pas de démocratie qui ont soutenu Vladimir Poutine. Mais comme c'est la plus grande démocratie au monde, ça casse un petit peu l'image d'une opposition exclusive des démocraties contre les totalitarismes. Mais en fait, l'Inde a une réelle politique gaullienne. Son problème n'est pas de savoir si la Russie est dictatoriale ou démocratique, c'est qu'elle la considère, comme on devrait le faire nous-mêmes, et comme on l'a fait à plusieurs époques de notre histoire, comme une entité géostratégique. Et l'Inde a une logique de neutralité stratégique qui refuse de condamner Moscou, mais qui refuse également, sur d'autres sujets, de condamner l'Occident, qui coopère aisément économiquement avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis, qui achètent du matériel militaire aux uns et aux autres. Donc il y a une position de neutralité importante. Et il y a 3 raisons à cela. La première, c'est que Vladimir Poutine est très populaire en Inde. Il y a des taux de popularité en Inde qui frisent les 60%, qui donnent un éclairage sur l'élection en Russie elle-même. C'est-à-dire que si les taux de popularité ou d'avis favorables de Vladimir Poutine en Inde sont de 60%, ça n'est pas complètement ahurissant qu'il soit populaire en Russie, même s'il y a pu y avoir du bourrage d'urnes. Par ailleurs, une raison économique, les échanges économiques entre la Russie et l'Inde sont massifs. L'Inde achète énormément de matériel militaire à la Russie, c'est une tradition, elle en achetait déjà beaucoup à l'URSS. Mais depuis la guerre en Ukraine, l'Inde profite énormément. C'est une économie en expansion et qu'une partie, voire une grande partie des hydrocarbures soit détournée d'Europe
dont l'économie en souffre considérablement vers l'Inde, comme vers la Chine, eh ben, c'est avantageux pour eux. On sait par exemple que nous, on achète énormément de pétrole raffiné à l'Inde. Bon, tout le monde sait très bien que c'est du pétrole russe qui est raffiné par l'Inde, et on se donne l'illusion qu'on n'achète pas de pétrole russe. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis un intermédiaire, ce qui fait que nous, on paye plus, et que l'Inde est bien contente de ramasser sa part sur ce business. On comprend bien qu'ils soient plutôt contents de cette situation, compte tenu de leur position de neutralité stratégique. Et puis surtout, il y a une raison géopolitique. L'Inde, tout en étant dans l'organisation de coopération de Shanghai avec la Chine, tout en étant dans les BRICS avec la Chine, a pour adversaire stratégique aussi la Chine. C'est le cas particulier de l'Inde. Et l'Inde n'a pas du tout envie que la Russie bascule totalement dans le giron chinois en étant totalement dépendante. Donc pour elle, il est vital qu'elle ait de très bonnes relations avec la Russie pour justement contrebalancer pour le moment ce qui est la mainmise chinoise sur la Russie. Rappel, c'est ce que craignaient énormément les réalistes américains et au premier lieu Henry Kissinger, c'est-à-dire un basculement de la Russie vers la Chine, ce qui la renforce, la Chine, elle, considérablement dans son affrontement géostratégique avec l'Occident, puisque la Russie apporte des choses essentielles à la Chine qu'elle n'a pas ou peu, à savoir énormément de ressources, mais aussi un savoir-faire et une technologie militaire dont elle a besoin pour développer son armée face à celle des États-Unis. C'est pour ça, je l'avais d'ailleurs écrit juste avant le début du conflit, en février 2022, un conflit entre la Russie et l'Ukraine, il n'en sortirait qu'un vainqueur stratégique, un grand vainqueur stratégique, c'est la Chine. Pour le moment, c'est ce qui se passe, et l'Inde veut limiter cet avantage donné à la Chine. Encore plus intéressant, ce sont les réactions au sein des BRICS. Alors comme vous le savez, les BRICS sont maintenant 10 pays, et on a, c'est 50-50. Comme quoi, ce n'est pas si simple que ça. C'est 50%, 4 soutiennent, 4 ont immédiatement félicité Vladimir Poutine, et puis 4 ne l'ont toujours pas félicité, pour différentes raisons, et puis 2 se sont pour le moment sont restés, disons, neutres, sont dans une position attentiste. Alors dans ceux qui ont félicité, on a dit, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Iran, et il y a les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, c'est quand même assez important, étant donné que c'est une sorte de nouvelle Singapour, un nouveau pivot du commerce international. Et parmi les BRICS qui n'ont pas eu de réaction, donc c'est pas une condamnation, mais c'est pas de réaction, il y a quand même le Brésil, l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite. Donc c'est là quelque chose qui est moins positif, évidemment, pour la Russie, même si cela peut s'expliquer pour tout un tas de raisons dans chacun des pays. L'Égypte, par exemple, a reçu la première centrale nucléaire d'Afrique par l'entreprise Rosatom, on va en parler, russe, mais en même temps attend des financements par l'Occident. Donc ils sont dans une position d'équilibre, ils ne peuvent pas montrer trop de soutien à la Russie. Ce qui est intéressant à observer, c'est le Brésil. L'Afrique du Sud, elle, on sait pourquoi elle n'a pas réagi, car la Russie est considérée comme un régime autocratique, d'une manière ou d'une autre. L'Afrique du Sud, malgré les immenses problèmes de l'Afrique du Sud, est considérée comme une démocratie. Et en ce moment, l'Afrique du Sud mène un combat contre Israël sur le plan international pour faire qualifier de génocide les massacres en cours commis à Gaza. Et elle ne peut pas se retrouver dans une position où elle féliciterait un pays que l'Occident considère comme un dictateur, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Mais la question se pose pour le Brésil, on verra la suite de ce côté-là, si cela marque un changement ou une inclinaison particulière de ce pays envers la Russie.
D'ailleurs, on peut rappeler que Lula, le président brésilien, ménage la chèvre et le chou. Hein. Donc là, il n'a pas félicité Vladimir Poutine. Mais quand Navalny est mort, lui, il avait dit, bon, on ne sait pas si c'est Vladimir Poutine, il faut faire une enquête internationale, et qu'il ne se prononcerait que lorsqu'il y aurait une enquête internationale dont il sait très bien qu'elle ne pourra jamais avoir lieu. Bon, donc, encore une fois, le Brésil ménage l'un et l'autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les réactions de l'OPEP+. Alors, on a vu que l'OPEP+, c'est-à-dire l'organisation des pays producteurs de pétrole, plus avec la Russie, donc qui a un poids colossal, évidemment, dans la géopolitique mondiale, et qui, depuis le début de la guerre, eh bien, sont en accord avec la Russie, puisque, je vous le rappelle, l'Occident demandait une augmentation des productions afin de baisser les prix du pétrole, et c'est à chaque fois le contraire qui s'est passé, en particulier en raison de l'accord cadre, disons, entre l'Arabie Saoudite et la Russie, qui a fait qu'à chaque fois, le nombre de barils produits par jour a été considérablement réduit de plusieurs millions lors de chaque accord. Alors, dans ceux qui ont félicité la Russie, on a l'Iran, évidemment, le Koweït, c'est intéressant, le Venezuela, fort logiquement, les Émirats Arabes Unis, encore une fois, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l'Algérie. L'Algérie qui demande son entrée dans les BRICS et qui a signé un accord de coopération de 12 milliards sur l'achat de matériel, 12 milliards de dollars sur l'achat de matériel militaire russe, juste après la visite d'Emmanuel Macron, pour montrer le grand respect qu'ils ont pour notre président de la République. Il n'y a aucune condamnation dans les pays de l'OPEP+, mais il y a toute une série de pays qui n'ont pas réagi, souvent parce qu'ils sont en interaction forte avec l'Occident. Donc on a l'Irak, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Brunei, la Libye, le Soudan, le Nigeria, le Brésil, le Gabon, la Malaisie, la Guinée équatoriale, la République du Congo, le Mexique. Étonnamment, le Mexique aussi, qui a été beaucoup en soutien récemment, en tout cas en non critique, de la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc c'est peut-être une tentative pour López Obrador de prendre une position d'équilibre. Oman et le Sud-Soudan. Du côté de l'Asie, de l'ASEAN, ce qui est intéressant, là on a quasiment pas de réaction. Si ce n'est la dictature sévère de Birmanie, donc du Myanmar, tous les autres pays, de manière très asiatique, n'ont fait aucun commentaire, aucune réaction. Bien sûr, pas de condamnation, mais pas de réaction. Et on est dans une situation où on a quelques 120 chefs d'État dans le monde qui n'ont pas pris position. Ils n'ont rien dit et pas commenté. Je pense que ça illustre le changement en cours profond, géostratégique du monde. Cette transition dont on a déjà parlé, d'une hégémonie occidentale menée par les États-Unis vers un monde multipolaire, et énormément d'acteurs ne savent pas encore comment se positionner et sont observateurs de ces grands changements géostratégiques. Et on voit dans ce soutien ou cette critique de la manière dont a gagné Vladimir Poutine cette élection présidentielle, de ceux qui tendent vers l'apparition d'un monde multipolaire contre ceux qui sont toujours d'accord pour une gestion du monde sous hégémonie américaine. Et enfin, pour conclure sur cette élection russe, vous aurez bientôt la chance d'écouter un interview que j'ai mené avec Jean-Robert Raviot sur son livre exceptionnel, Le logiciel impérial russe, où il montre comment s'est construit l'État russe, de quoi il est héritier, et en quoi c'est un empire archaïque. Et c'est peut-être cela le principal problème de l'incompréhension qu'on a entre Occident et Russie. Nous avons un tropisme en Occident, malheureusement, en particulier ceux qui nous dirigent, de considérer que notre modèle est le meilleur et qu'il est parfait et qu'il devrait être reproductible à l'ensemble de la planète. Les pays se construisent différemment, sont à d'autres moments de leur développement historique, sociologique, économique, culturel, et tout n'est pas transposable. Or, la Russie, si on la considère comme une démocratie, sous l'angle des grilles d'analyse des démocraties occidentales, ça n'en est pas une, bien évidemment, et ça n'a aucun sens.
la Russie ressemble plutôt à l'Empire romain post-Jules César, où on a un dirigeant fort, entouré par une puissance patricienne à Rome, c'était les sénateurs, ici des oligarques, et puis le peuple, mais qui dispose d'instances que l'on peut considérer démocratiques, en tout cas qui ont leur mot à dire, mais qui fonctionnent complètement différemment d'une démocratie libérale occidentale classique. Mais quelque part, je dirais, peu importe. Et à mon sens, c'est l'Inde qui a la meilleure posture. L'Inde qui est une démocratie, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas son dirigeant actuel, c'est une démocratie, et comme la France sous De Gaulle, eh ben, elle a une politique gaullienne. C'est-à-dire que le problème n'est pas de savoir qui est élu et comment, et qui dirige la Russie ou tel autre pays. En fait, quelque part, ça les intéresse pas. Et quelque part, ça ne devrait pas nous intéresser. La manière dont est élu Vladimir Poutine, la politique intérieure intéresse les Russes. Et s'ils sont pas contents de Poutine, ils peuvent le renverser. C'est un pays qui a quand même fait quelques changements majeurs dans son fonctionnement, avec la révolution russe, puis l'effondrement du communisme, enfin de l'URSS en 1991, les divers mouvements populaires qu'a connus la Russie. Les Russes, comme les autres, sont tout à fait aptes à changer, modifier leur régime. Et en général, la plus mauvaise idée, c'est d'aller soutenir tel ou tel. Ça n'a que des effets négatifs et ne permet pas les évolutions, à mon avis, telles qu'elles pourraient se produire. Mais surtout, la France, je le répète, de Jules Ferry, la France de la Troisième République, a passé des accords stratégiques avec la Russie tsariste. Il y avait, là, c'était clair et net, c'était pas une démocratie, c'était une autocratie monarchique totale et absolue des tsars. Mais le problème de la France n'était pas de savoir comment est gouvernée la Russie, c'était d'avoir une alliance stratégique avec l'entité géopolitique Russie. On en a vu la nécessité avec la guerre de 1870 et puis surtout la Première Guerre mondiale. Le général de Gaulle entretenait d'excellentes relations avec Brejnev, entre autres, et d'autres dirigeants russes, mais pas parce qu'il était en accord avec l'URSS. Bien évidemment que le général de Gaulle, défendant la souveraineté française, de la France libre, dans un pays démocratique, lui-même étant de droite, de tradition et de culture monarchique et catholique, bien évidemment qu'idéologiquement, il n'avait rien à voir avec les dirigeants soviétiques. Par contre, il considérait l'URSS comme une entité géopolitique avec laquelle la France devait entretenir de bons rapports. Et le problème de juger les pays par leur fonctionnement interne, eh bien, nous met toujours dans des positions où on doit définir le bien et le mal et créer les conditions ou plutôt ne créer pas les conditions qui permettraient de trouver des accords, de coopérer, de résoudre par la négociation des conflits. Et encore une fois, je répète, on ne négocie pas avec des amis. Avec les amis, on va boire des coups. Et c'est une approche absolument dommageable, et d'abord pour l'Occident. Le fait majeur en France, sur le plan international, c'est le vote la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le vote symbolique, non contraignant, sur l'accord de soutien à l'Ukraine voulu par Emmanuel Macron et signé avec Volodymyr Zelensky. Alors, Macron a appliqué l'article 50-1 de la Constitution et donc soumis ce vote à un accord des parlementaires, encore une fois un accord non contraignant, mais ça a le mérite quand même de faire débattre cette question à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas assez fait dans des questions aussi graves que la paix et la guerre. Donc pour valider l'accord de sécurité avec l'Ukraine. Alors rappelons ce qu'est cet accord de sécurité avec l'Ukraine. L'accord de sécurité avec l'Ukraine, c'est
une aide financière supplémentaire de 3 milliards d'euros, à laquelle qui s'ajoute aux enveloppes de 1,7 milliard et 2,1 milliards déjà octroyées en 2022 et 2023. Donc on en est déjà à quasiment 4 milliards. On a une augmentation substantielle de l'aide à l'Ukraine, qui, comme on le sait, doit être prise ailleurs. Car en même temps, compte tenu des effets de l'inflation, compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie, compte tenu de la récession, compte tenu des mauvais résultats de notre économie en termes de croissance, eh bien, le même État doit contraindre sa dépense de 10 milliards, puis de 20 milliards. Donc il va falloir les trouver, ces 3 milliards. Et puis l'accord suppose une aide militaire dans le domaine de l'artillerie et des défenses aériennes. Jusqu'à là, on va dire, pourquoi pas, c'est dans la logique actuelle depuis le début du conflit de la France, c'est le soutien à l'Ukraine et qui lui permet de se défendre. Fort bien. Mais l'accord implique d'autres points et qui, eux, sont très, très, très problématiques. L'accord vise explicitement l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. D'ailleurs, cet accord de sécurité signé avec l'Ukraine est valable tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. C'est ça qui est en jeu. Or, c'est problématique, on va revenir dessus. Et bien sûr, la France apportera son soutien actif à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, qui est aussi problématique, mais sûrement moins, en tout cas par rapport à la question du conflit. Et puis la France s'engage à deux choses, à ce que la Russie paye les dommages de guerre à l'Ukraine. Il n'est pas précisé comment, ce qui peut aussi être problématique, car comme le soulignent beaucoup d'économistes et de financiers, ce serait une catastrophe pour l'Occident que de toucher aux avoirs russes qui ont été gelés, car cela détruirait totalement la confiance dans les monnaies de réserve que sont le dollar et l'euro. Mais bon, c'est le choix d'Emmanuel Macron. Alors on a également un autre engagement qui est la poursuite juridique des responsables du conflit, et donc en premier chef Vladimir Poutine, devant la Cour pénale internationale. Là aussi on reviendra dessus, mais pour arriver à faire ce genre de choses, c'est considérer que la Russie, c'est la Libye ou la Serbie, que ce sont des petits pays qui sont faciles à envahir et mettre leurs dirigeants à la haie face au tribunal pénal international. Bon, la Russie, qui a 6000 têtes nucléaires, ça semble déjà un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas eu de précision de la part du président de la République sur la manière dont il comptait traîner Vladimir Poutine et d'autres responsables devant la CPI. Alors le vote s'est soldé par une adoption à l'Assemblée nationale de la proposition faite par le gouvernement et présentée par Gabriel Attal, qui a fait bien des erreurs dans son discours, mais on n'aura pas le temps d'en parler ici. Il a été adopté à 372 voix pour, 99 contre et 101 abstentions. On a principalement deux forces politiques qui ont voté contre, c'est la France Insoumise et le Parti communiste français, et le Rassemblement national, qui assez étonnamment s'est abstenu. Alors, même si ce vote n'a qu'une portée symbolique, il est problématique à plus d'un titre et montre la complète inconséquence de notre gouvernement et l'incompréhension de ce qui se passe et de la situation sur le front en Ukraine. D'ailleurs, c'est tellement en décalage qu'on peut se demander à quoi cela sert. Et il apparaît à l'analyse que l'utilité première de cet accord, les rodomontades bellicistes d'Emmanuel Macron, sa tournée européenne pour envoyer éventuellement des troupes au sol pour soutenir l'Ukraine, comme recours ultime à ne pas retirer de la table, eh bien, sert surtout sa politique intérieure. Emmanuel Macron veut effacer
la terrible séquence avec les agriculteurs qui s'est soldée par quasi-humiliation au salon de l'agriculture, veut mettre de côté, pour ces élections européennes qui se tiendront le 9 juin, veut mettre de côté une situation économique très mauvaise, une inflation qui, si elle a été un peu arrêtée, a fortement augmenté les prix sans que cela recule, alors que les salaires, eux, ont stagné. Une situation de l'emploi qui est en réalité mauvaise. Une situation de l'économie qui, de facto, est en récession, comme elle est en récession en Allemagne et en Grande-Bretagne. Des centaines et des centaines d'entreprises qui ferment. Bref, un avenir assez peu radieux, couplé à une augmentation sidérante de la dette. C'est le Mozart de la finance, Emmanuel Macron, qui nous a fait une augmentation de la dette délirante, parfois en indexant la dette proposée sur l'inflation, ce qui fait que maintenant, le premier budget de l'État, eh bien, c'est le remboursement des intérêts de la dette. Il dépasse les 50 milliards. C'est-à-dire on est au-delà de tous les autres budgets, défense, éducation compris, et l'intérêt de la dette ne rembourse pas la dette. Hein. C'est juste l'argent que gagnent ceux qui ont prêté à la France. Et ces intérêts augmentent régulièrement compte tenu de l'évolution des taux. Donc on a quelque chose qui est structurellement problématique. Et on le voit avec le déficit commercial extérieur, qui va dépasser les 200 milliards d'euros. On a une situation très très mauvaise, très dégradée économiquement, et un président qui a besoin de trouver une solution. Je le disais tout à l'heure, il s'inspire des théoriciens américains de la communication. Quand on parle de guerre, eh bien ça modifie la réalité politique, et éventuellement vous pouvez avoir un soutien populaire. Donc ils sont trois à partager cette ligne-là. D'abord la majorité présidentielle, Renew, menée par Madame Valérie Hayer, qui est pas très très connue, et d'ailleurs c'est plutôt Gabriel Attal qui bien qu'il soit Premier ministre et devrait s'occuper d'autre chose, de facto mène une politique qui vise à promouvoir la liste Renew. Il y a les sociaux-démocrates, disons le Parti socialiste, qui est mené par Raphaël Glucksmann, qui lui est un va-t-en-guerre néoconservateur américain extrême, et ELV, qui ne sont pas une contradiction près, mais qui, aussi bien en France qu'en Allemagne, sont très très bellicistes. Donc ils seront trois formations politiques sur ce créneau. Le problème, c'est que c'est, comme le dit Henri Guénaud, c'est une instrumentalisation de la guerre. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on est sérieux. Et surtout, c'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on est à la tête d'un pays comme la France, qui est encore, malgré tous les efforts d'Emmanuel Macron pour la saborder, une puissance géostratégique, et qui est un pays nucléaire qui a la capacité de frappe en premier, grâce à nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est totalement inconséquent de jouer avec le feu pour des besoins de politique intérieure. Bien évidemment, ce cynisme politique dégrade la position de la France à l'international. Il suffit encore une fois de lire ce qu'il en est dit dans la presse américaine, hein, la presse tout à fait, qu'elle soit d'ailleurs conservatrice ou plutôt progressiste. Les spécialistes de géopolitique et de questions militaires trouvent en général l'attitude d'Emmanuel Macron complètement délirante et au minimum inconséquente, voire dangereuse, puisque il s'agit de jouer avec une autre nation nucléaire, la Russie, ce qui en général est une très mauvaise idée. Mais surtout, c'est faire un très très mauvais cadeau aux Ukrainiens, car la situation sur le front est mauvaise pour l'Ukraine. Alors, tout n'est pas radieux et joyeux pour l'armée russe, mais elle est en position dominante. Elle a l'initiative stratégique. Elle a l'avantage du nombre de pièces d'artillerie, elle a l'avantage du nombre de chars qui est en train de s'accumuler. Il est visible que les Russes sont en train de constituer des forces de réserve
A priori, ce n'est pas juste pour les déplacer inutilement, c'est plutôt pour avoir une force de réserve qui permettra de profiter d'une percée éventuelle du front ukrainien, et tout ce qu'il faut en ravitaillement, en particulier en munitions. De l'autre côté, en Ukraine, on a une situation dégradée en termes de matériel de guerre, de chars, d'artillerie et de munitions. Et ce n'est pas faute que l'Occident ne les aide pas. Tous les pays occidentaux aident au maximum. C'est juste qu'il n'y a pas les unités de production pour assurer une telle intensité de guerre. On ne s'est pas préparé à cela. Donc, très compliqué. Mais surtout, c'est oublier la raison première de la cause de guerre du côté russe. Alors on peut considérer que ce sont des histoires pour les petits-enfants et qu'il s'agit d'une dictature qui souhaite absolument envahir l'Europe, mais la cause de la guerre du côté russe, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est la raison principale, affirmée des dizaines de fois par les dirigeants russes et analysée comme telle surtout par les réalistes géopoliticiens américains. Et en tête, George Kennan, qui a organisé le containment de l'URSS et du communisme, par Henry Kissinger, qui est mort récemment et qui était une sorte de ultra éminence grise des affaires étrangères américaines. Mais c'est ce que dit Jeffrey Sachs, c'est ce que dit John Mearsheimer, c'est ce que disent tous les analystes géopoliticiens réalistes sérieux américains, ou le disaient. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est une ligne rouge de la géopolitique russe, comme l'entrée de la Géorgie dans l'OTAN. Et tant que ce sera sur la table, eh bien, comme l'ont encore dit les Russes, alors on peut considérer que c'est mal, mais le fait est qu'ils ont l'avantage stratégique, et Vladimir Poutine a déclaré, eh bien, si l'objectif c'est toujours l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, nous continuerons. Or, on met l'Ukraine dans une situation où elle ne peut pas négocier, où on ne l'incite pas à négocier. Et la question est, il se passe quoi si effectivement les Russes font une offensive au moment où tout aura séché? Car là, les choses ont l'air gelées sur le front, mais c'est parce que nous sommes toujours dans cette période de Rasputitsa, c'est-à-dire de fonte des neiges, où les sols sont ultra humides. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent le conflit, on voit bien qu'il y a très peu de déplacements de véhicules lourds, et quand ils se déplacent, c'est avec une grande difficulté, et ils s'embourbent. On a là en ce moment plutôt du combat d'artillerie, bombardement d'aviation, d'hélicoptères, du combat dans la mer Noire, du côté ukrainien qui coule des bateaux russes, mais des mouvements de troupes au sol. Mais pour le moment, il n'y a pas de possibilité de grands mouvements d'ampleur. Or, déjà, l'Ukraine subit une attrition très forte, une lourde perte de soldats, et se fait grignoter petit à petit ses bastions sur le front sans réussir à constituer une ligne de défense sur un terrain qui est très très plat et qui donne peu de possibilités, en dehors des rivières, de bloquer une offensive russe éventuelle. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les propos du pape François, qui dans un interview à un média suisse a dit que quand on est vaincu, il faut le reconnaître et arrêter d'ajouter des cadavres sur les cadavres et de risquer de perdre encore plus. Or, le fait est que le Vatican, c'est-à-dire l'État que dirige le pape, est particulièrement bien informé. Et pourquoi particulièrement bien informé? Parce que c'est historique. Le Vatican a, grâce à ses multiples réseaux complexes dans le monde, un des meilleurs systèmes d'information et de renseignement au monde. Et si le pape, qui n'a aucun amour particulier ni pour Vladimir Poutine ni pour le Kremlin, il est catholique, les autres sont orthodoxes, s'il avance cela, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Et on se retrouve devant un risque. Alors, ce sera peut-être bien pour Emmanuel Macron, qui pourra apparaître comme un chef de guerre et pérorer et permettre à Renew de ne pas subir une défaite colossale aux élections européennes telle qu'elle est annoncée pour le moment. Alors, peut-être ça lui permettra d'éviter ça, mais à quel prix pour l'Ukraine? Si c'est pour que les Ukrainiens actuels perdent encore 3-4 villes, perdent Kharkov, perdent Odessa, quel est le gain? Car la situation est pour le moment à l'avantage de la Russie. Enfin, on est très très loin de la politique gaullienne d'équilibre entre les puissances.
on est en train de reprendre la main du leadership occidental sur le soutien à la guerre en Ukraine, qui est en train d'abandonner, sont en train d'abandonner les États-Unis. Et ils l'abandonnent de manière très claire et nette. Ce n'est encore une fois pas seulement cette difficulté de trouver un financement au Congrès des États-Unis, c'est avec la démission de Madame Nuland, c'est avec le fait que le sujet est totalement secondaire auprès de la population américaine dans le cadre de ces élections, et que les Américains, enfin, Washington comprend bien que la situation est plus ou moins perdue en Ukraine. En tout cas, l'objectif initial d'effondrement de l'économie russe, éventuellement de régime change, changement de régime politique en Russie par le renversement de Poutine à la faveur d'une révolution de Russes mécontents, a échoué, et que eh bien, le soutien initial militaire a également échoué, et que, au minimum, la Russie maintiendra de manière très ferme sa position sur les territoires déjà conquis, à savoir le Donbass, et la Crimée, plus une partie d'autres morceaux, d'autres oblasts de l'Ukraine. Alors, de manière très intéressante, dans la gauche européenne, et en particulier en Allemagne, on a des propositions un peu alternatives et visant à cesser le feu. Et s'il y a une tradition importante à gauche, ben c'est celle de Jaurès en 1914. Avant le conflit de 14-18, d'essayer de toutes les manières possibles d'avoir la paix. D'autant plus que la guerre, qui a déjà été un suicide collectif européen en 14-18, n'est pas possible de cette manière-là. Nous sommes des nations nucléaires, donc s'il devait y avoir une guerre, ce serait une catastrophe définitive pour l'humanité. Donc on est à un moment de danger. Donc on ne peut pas, encore une fois, jouer de manière inconséquente avec la guerre dans ces conditions-là. Alors par exemple, du côté de la gauche allemande, Sarah Wagenknecht, ex-chef de file du parti Die Linke, qui crée son propre mouvement dans le cadre des élections européennes, a proposé un arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine contre un cessez-le-feu et un arrêt des hostilités par la Russie. Alors, c'est déjà une bonne piste. Le problème, c'est que c'est une proposition qui aurait pu faire sens il y a un an. Aujourd'hui, même cette proposition-là ne sera pas entendue par une Russie qui a la main et qui a un Occident qui lui est très 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 hostile, avec des pays, y compris la France, qui sont de facto en situation de cobelligérance par le renseignement militaire, par la manière dont sont utilisées les armes sur le front, donc en situation de quasi-conflictualité avec l'Occident. Le problème de la Russie n'est plus tellement les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine. On voit bien qu'on n'y arrive pas. Et encore une fois, on n'y arrive pas parce qu'on ne veut pas. On n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les moyens de produire assez, là, tout de suite, pour fournir à l'Ukraine. Donc, c'est pas un levier intéressant pour la Russie actuellement. Le levier intéressant pour la Russie, mais qui équivaut à une défaite de l'Occident, c'est que, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il n'y ait pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est bien ça qui est demandé. Et c'est ça la réalité du combat. C'est à partir de cette réalité qu'on doit analyser et trouver des solutions. Il se fait qu'il y a déjà eu des négociations qui ont été initiées 4 jours après le 24 février 2022, donc après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, initiées par Volodymyr Zelensky, qui ont conduit au mémorandum d'Istanbul, et qui était un accord quasiment signé où la Russie ne prenait pas le Donbass. Le Donbass restait ukrainien. Elle gardait l'Ukraine, mais surtout, l'Ukraine prenait un statut de neutralité et ne rentrait pas dans l'OTAN. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, et le camp occidental en général, ont exigé de Volodymyr Zelensky de ne pas faire cette négociation qu'il avait lui-même voulu, enfin de ne pas aller au bout, et de continuer le combat. Ce qu'ils ont fait. Encore une fois, avec l'idée qu'à ce moment-là, les sanctions européennes, les sanctions occidentales, américaines, casseraient l'économie russe. Bon.
ce n'est pas ce qui s'est passé. Et depuis, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, par rapport à cette situation, un nombre considérable, en centaines de milliers, de morts et de blessés graves du côté ukrainien, et la perte du Donbass, plus une partie de la région de Kherson. Donc, en continuant sur cette voie-là, à quoi on prépare, quel avenir on prépare pour l'Ukraine? On peut être critiqué de tenir ce genre de position, mais qu'est-ce se passera-t-il si dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tout à coup, on découvre l'Ukraine a encore perdu Odessa ou Kharkov, où il y a encore 300 000 morts. En quoi est-ce une bonne chose et en quoi est-ce une bonne chose pour la paix? C'est évidemment pas la bonne voie. Et la bonne voie, eh bien, c'est de faire ce qui était proposé, et ce qui est à nouveau proposé entre autres par Jean-Luc Mélenchon, ce qui est proposé par République Souveraine, c'est qu'il faut revenir à la table des négociations en ayant une grande conférence internationale sur la paix, la sécurité et les frontières et les populations dans cette zone qui a été l'Empire soviétique et qui a explosé en 91 avec la fin de l'URSS. Tant qu'on n'aura pas réglé ça de manière négociée, on aura une continuation de ce conflit, voire d'autres conflits. Car à la pression et à l'escalade française, répond une escalade russe. Vladimir Poutine a reçu la présidente ou la représentante de la Gagaouzie. On se demande qu'est-ce que c'est que la Gagaouzie. Eh bien, c'est une petite province d'un tout petit pays, la Moldavie, mais qui est pro-russe et qui demande déjà le soutien de la Russie à la Gagaouzie. Donc on a une possibilité d'extension du conflit à un autre pays dont l'Union européenne souhaite également l'entrée dans l'UE, à savoir la Moldavie, qui est coupée pas en deux, mais un bon morceau, la Transnistrie, où elle n'a pas réellement de contrôle, qui est une région autonome, pro-russe, où déjà stationnent des militaires russes. Bon. Donc on a une possibilité d'extension du conflit, et encore une fois, c'est folie quand on considère le fait qu'il s'agit de puissance colossale et de puissance nucléaire. Pour ma part, je crois que tous ceux qui appellent à la paix, que ce soit encore aujourd'hui le chef de file de la gauche européenne, à ce titre, l'Autrichien Walter Bayer, candidat pour la gauche européenne à la présidence de la Commission européenne, a déclaré aujourd'hui que ceux qui veulent vraiment aider l'Ukraine, eh bien, doivent œuvrer de tous les moyens pour que cesse le conflit et pour aller à la paix. Et on voit que entre Walter Bayer et le pape François, il n'y a pas tellement de rapport idéologique, mais qu'ils en arrivent à la même conclusion. Le problème, c'est cesser le combat, cesser le feu, arrêter la progression de l'armée russe pour que l'Ukraine ne soit pas plus grignotée par la Russie, pour que cessent les morts tant russes qu'ukrainiens. Et ça ne sera pas possible tant qu'il y aura cette volonté farouche et suicidaire pour le continent européen, incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron et son accord de sécurité avec l'Ukraine, de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Ça, c'est la continuation de la guerre. Il nous faut la paix, ici et maintenant, pour tous les peuples d'Europe, et arrêter cette escalade guerrière qui ne peut que mal finir quand on considère quelles sont les forces en présence tant russes qu'occidentales.